Revenons sur la question juive et biblique. Je vais vous proposer une lecture assez décoiffante et qui se veut en quelque sorte prophétique. Au fond, il faut lire le texte biblique comme un texte prophétique. Et un texte prophétique qui nous parle de nos jours, de notre ère, de notre époque, du moins notre époque moderne. Et pour moi, l'Europe est quelque part au centre de la problématique prophétique. La véritable terre promise n'est pas, ne se situe pas autour du Jourdain. Elle se situe autour du Rhin. R-H-I-N en France. Rhein en allemand. Autour de l'Alsace et de la Rhénanie. C'est là que se situe la prophétie. Et si je dis cela, c'est après coup. C'est au prisme de ce qu'on peut observer. Car une prophétie, on ne la comprend que lorsqu'elle se réalise, que lorsqu'elle s'accomplit. Et on peut faire beaucoup d'erreurs d'interprétation quand ce n'est pas encore le moment de l'accomplissement. Donc, dans la foulée, dans la suite de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai dit, puisque mes écrits ne paraissent pas actuellement, ils se réservent pour un ouvrage, donc tout est au niveau oral, en tout cas au niveau de la publication. Dans tout ce que j'ai exprimé oralement, dans nos vidéos, et notamment sur Hébraïque Télé, qui est la chaîne du judaïsme, telle que je la conçois en tout cas, eh bien, il y a une terre promise qui a été atteinte en quelque sorte par les Juifs qui sont arrivés en Alsace. Ils sont arrivés en Alsace par le biais probablement de l'armée, enfin, etc., l'armée romaine. Et ils se sont installés à la frontière avec le monde barbare, si on peut dire. Le Rhin séparant le monde romain du monde païen ou monde tout simplement barbare. Et puis il est venu Charlemagne, qui a notamment créé un empire qui regroupait à la fois la Francie, la Francia et la Germanie. Et donc dont l'axe était encore le Rhin. Mais l'accomplissement de la prophétie aura dû attendre bien plus longtemps. On ne le voit se réaliser, on ne la voit se réaliser que au XVe, XVIe, XVIIe siècle. Dans cette partie-là, du monde. Même Spinoza, d'une certaine manière, appartient, bien entendu, à ce schéma rhénan. Le Rhin n'arrive pas très loin d'Amsterdam. Et par conséquent, il faut accorder la plus grande importance au judaïsme alsacien, au judaïsme rhénan, qui a d'ailleurs, c'est un fruit qui a porté de très beaux, c'est un arbre qui a porté de très beaux fruits. Les Juifs se sont illustrés notamment par le biais de la langue allemande. On pense à Marx, on pense à Einstein, on pense à Freud, on pense à bien d'autres. Aussi bien du côté allemand que du côté français, des grands sociologues comme Lévi-Strauss ou comme Durkheim ou Mauss sont d'origine alsacienne. En revanche, et ça ne plaira pas à tout le monde, en revanche, la présence
immigraient en France des Juifs venant d'Europe de l'Est et de l'Afrique du Nord n'est pas souhaitable. Et ce sont probablement des Juifs qui ne sont pas vraiment des Juifs, puisqu'ils ne sont pas marqués complètement par cette problématique, qui est celle de la Nouvelle Alliance, qui est celle du génie individuel et pas de la pratique communautaire ou collective. Et donc là aussi, il y a un choc de civilisation au sein même de la communauté juive. Et puis alors, il y a la Shoah, et puis il y a le sionisme. On me dirait quel rapport entre les deux. La Shoah a fait disparaître un certain nombre de juifs. Mais est-ce que c'était les vrais juifs qui ont disparu? La question est là. C'est un sujet polémique, bien entendu, mais on peut s'interroger d'un point de vue théologique. Et même si on lit l'Apocalypse, on peut penser à certaines choses. Il y a effectivement des massacres qui permettent de clarifier les choses, si on peut dire. Mais qui font que le judaïsme rénant a survécu. Et même parfois a été protégé. Puis il y a le sionisme. Le projet sioniste, qu'est-ce que c'est le projet sioniste? Le projet sioniste, c'est d'envoyer dans un lieu X ou Y, parce que pour Herzl, quand il écrit en 1896-97 son état des Juifs, son état juif, il n'a pas de destination précise. Il évoque certaines possibilités, bien entendu, notamment la Palestine et l'Argentine, mais pas seulement, et on verra par la suite d'ailleurs qu'il sera également ouvert à d'autres propositions, comme la fameuse option ougandaise, qu'il aura fait approuver peu avant sa mort en 1904. Et quel est le projet sioniste? Le projet sioniste, c'est d'empêcher les Juifs d'Europe de l'Est d'arriver chez les Juifs de l'Ouest. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors on fait des amalgames, mais en réalité c'est cela. On peut lire l'État juif, on verra que c'est cela. Ce pays, cet État juif, comme il l'appelle, c'est en fin de compte un refuge, un abri pour ceux qui sont persécutés. Mais pour éviter que ceux qui sont persécutés aillent dans les pays d'Europe de l'Ouest, notamment en France. Et d'ailleurs, je pense que si Herzl a pris conscience de cela, c'est qu'en France, il y avait aussi quelques arrivées de Juifs de l'Est. Il a bien vu qu'ils étaient en porte-à-faux avec les Juifs français. Je crois que c'est cette expérience-là qu'il a dû mûrir et méditer. Peut-être que je me trompe, enfin je pense que c'est comme ça. Et être sioniste, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je parle. Être sioniste, ça ne veut pas dire qu'on est favorable. On est favorable à l'existence de l'État d'Israël, oui. On n'est pas forcément favorable au fait que les Juifs de France aillent en Israël. On est au contraire convaincu que la fonction d'Israël, c'est d'accueillir les Juifs qui ne sont pas des Juifs de France, qui sont des Juifs qui viennent à une ou deux générations du Maghreb ou de Russie. D'ailleurs, les Juifs de France, de souche française, et notamment l'Alsace, parce que l'Alsace, c'est le cœur même du judaïsme de souche française. Même s'il y a aussi un judaïsme de provençal, dont je descends par mon grand-père maternel, Avignon. Parce que moi, mes deux filiations, c'est Strasbourg et Avignon, qui sont avec le Rhône et le Rhin, qui sont les axes, puisque de l'autre côté du Rhône, on n'était plus en France, du moins à une certaine époque. C'est pour ça d'ailleurs que les Juifs se sont réfugiés dans le territoire du pape, parce que c'était hors des frontières du royaume, puisque le royaume de France lui-même avait décidé d'exclure les Juifs, d'interdire les Juifs, jusqu'à un certain temps, à la limite jusqu'au XVIIIe siècle. Donc,
notre lecture que je propose maintenant de la terre promise. Alors je rappelle aussi qu'il y a eu deux récits de la recherche de la terre promise. L'un venant d'Égypte vers la terre promise, Canaan, l'autre venant du pays d'Our, Kasdim, de Chaldée, vers la terre promise. Donc on est dans une sorte de mythe, d'exposé du mythe. Vers la terre promise qui serait celle du Jourdain, la Jordanie au sens étymologique du terme, et en réalité, la véritable terre promise, c'est pas celle-là, c'est-à-dire terre promise, c'est celle qui se situe autour du Rhin, et pas autour du Jourdain. Si on peut. Bon, autour du Rhin et du Rhône, si on veut aussi. Pourquoi pas. Et revenons donc à Charlemagne, et Charlemagne, avec le traité de Verdun de ses héritiers, mais cet empire, on a toujours essayé de le reconstituer, notamment au 19e et au 20e siècle, au 19e, 20e siècle, avec l'aventure napoléonienne, l'aventure hitlérienne, et puis l'Union européenne, qu'on appelait le marché commun des six, avec la France, l'Allemagne et l'Italie, ce Benelux, qui était au cœur même de cette Rhénanie. Et c'est après que ça s'est passé au-delà. Mais ça, c'est une erreur, probablement. Une erreur qui est liée à une mauvaise compréhension géopolitique. Voilà donc ce que je voulais vous dire, c'est cela. C'est que la véritable terre promise, elle est à côté de nous, elle est autour du Rhin, et elle n'est pas autour du Jourdain. Mais pour les Juifs qui n'appartiennent pas à cette structure-là, eh bien c'est autour du Jourdain que ça se passe, que ça doit se passer. Pour les Juifs d'Afrique du Nord, pour les Juifs de Pologne, et c'est d'ailleurs en partie ce qui s'est passé, d'ailleurs, de toute façon. Mais pas totalement, mais en partie quand même.